Bonjour, bienvenue à tous. Donc, cette formation sur le système gazier français est destinée à vous rappeler un peu les grands principes de l'organisation de la distribution de gaz en Côte d'Or. Donc, pour commencer, on a quatre grandes parties. Il y a une partie production et importation qui est donc ouverte à la concurrence, parce que le gaz qui est distribué en France est essentiellement d'origine importée, en très grande majorité. Ce gaz qui arrive par des gazoducs et dans des terminaux méthaniers, des ports, doit être acheminé dans toute la France à travers un réseau de transport. Donc, ce sont des canalisations qui sont très, très grosses, avec des pressions très élevées, qui passent en général loin des villes, loin des villages, mais à un moment, il faut quand même aller dans les agglomérations. Donc ça, c'est un réseau qui est géré par GRT Gaz, qui est une filiale d'Engie. On va y revenir juste après. Et de ce réseau de transport, après, on distribue le réseau jusqu'aux usagers, qu'ils soient privés ou qu'ils soient particuliers ou industriels. Et là, on a un autre cadre qui se fait à la maille communale et à travers un réseau de distribution. Donc, non seulement il y a des acteurs différents, mais c'est un cadre spécifique. Le transport, c'est un monopole public. La distribution, c'est en grande partie un monopole public avec un petit peu de concurrence parfois. Et chaque domaine a un petit peu une réglementation qui lui est propre. Donc, le dernier point, donc, une fois qu'on est arrivé chez les gens, il faut acheter du gaz, il faut que les gens s'approvisionnent en gaz. Donc, c'est ce qu'on appelle la fourniture. Et la fourniture, elle est aussi dans le domaine concurrentiel. Donc, tout ça, c'est pour la distribution du gaz. Donc, on parle de gaz naturel, on aurait peut-être pu commencer par ça. Le gaz naturel, c'est le gaz de ville, donc c'est du méthane, c'est le nom scientifique. Formule là qui est à l'écran, c'est CH4, c'est-à-dire que c'est du carbone avec 4 atomes d'hydrogène. Alors c'est le seul gaz qui est distribué massivement comme ça sur des grandes échelles pour l'instant. Peut-être qu'un jour l'hydrogène aura son propre réseau. À voir, parce que pourquoi le méthane est distribué comme ça, c'est parce qu'il a des caractéristiques physico-chimiques, c'est-à-dire pression, température, qui permettent de le faire. Donc le gaz, il est sous forme de gaz, et on peut le mettre à des pressions qui font qu'on peut le distribuer comme ça, à des coûts, puisque distribuer du gaz, ça coûte de l'argent, à des coûts raisonnables, pour l'amener chez les usagers. Voilà pour la partie organisation. Le réseau de distribution, ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que vous êtes adhérent du CICECO, c'est la propriété des communes. Certaines d'entre elles ont transféré cette compétence distribution de gaz au CICECO. Donc ça concerne 325 communes, dont seulement 63 sont desservies en gaz. Donc ça peut paraître idiot de transférer une compétence alors qu'il n'y a pas de réseau de distribution. On verra un peu plus tard que ça peut être important quand même, puisqu'on a plusieurs cas déjà où le fait de ne pas avoir de gaz, ça ne vous empêche pas d'avoir des installations, des équipements qui intéressent la distribution ou le transport de gaz. Donc là, vous avez une petite carte qui vous montre en bleu les communes qui ont transféré au CICECO. On ne voit pas très bien, mais celles qui sont en grisé, c'est les communes qui ont du gaz. Donc au milieu, vous retrouvez la métropole de Dijon qui est quasiment desservie intégralement, mais qui n'est pas au CICECO, qui a les mêmes problématiques que celles qu'on va évoquer aujourd'hui. Et puis, vous avez des communes desservies qui ont transféré au CICECO et des communes non desservies qui n'ont pas transféré au CICECO. Les communes, elles ont en général un contrat qu'on appelle dit historique. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça correspond au monopole. Ce sont des contrats
ce sont des réseaux qui ont été construits souvent il y a très longtemps, souvent avant les années 2000, et qui ont été à l'époque dans un cadre monopolistique avec EDF-GDF, puis GDF, puis tout ce que peut-être vous connaissez sur la séparation des activités des grands énergéticiens. Donc ce modèle, ça concerne 60 communes. Donc on est en monopole. On va y revenir après. Ce sont des contrats un petit peu figés pour lesquels on ne peut pas faire tout à fait ce qu'on voudrait. Et puis on a des contrats qui correspondent à des délégations de services publics, modèle concurrentiel. Après les années 2000, actuellement il y en a 3 que l'on gère pour le compte des communes qui ont transféré la compétence. Il y en a sans doute d'autres qui sont dans le même cas mais qui ne sont pas encore adhérents du CICECO. Et c'est un peu différent, même si pour certains il y a d'énormes similitudes entre le contrat historique et le contrat concurrentiel. Alors, on va y revenir après, mais ça c'est un point important. On fera un petit point tout à l'heure sur la différence entre l'électricité et le gaz. C'est une des principales différences. Le gaz, aujourd'hui, c'est un domaine dans lequel la concurrence existe quand même pour la distribution. Ça n'est pas du tout vrai pour l'électricité. Alors ça a une importance par rapport à ce qui peut arriver dans le futur, et c'est des éléments qu'on met en avant aussi pour inciter les communes à nous rejoindre. Donc rapidement, le réseau de distribution, il commence au niveau du réseau de transport où on a des postes de détente. Donc le réseau de transport, c'est des gros tuyaux. Certaines communes là ont vu récemment arriver la construction d'un gros gazoduc qui traverse la région. Et ce gazoduc avait pour but de connecter des zones de gaz pour que tout le monde ait le même gaz en France, qu'il n'y ait pas de différence entre du gaz du Nord et du gaz du Sud. Donc de ce réseau de transport, il faut récupérer le gaz parce que dans ce réseau, le gaz il est à très haute pression et on ne peut pas l'utiliser comme ça dans une cuisine. Donc il faut le détendre. Détendre, ça veut dire baisser la pression dans des grands postes. C'est pas très gros, mais c'est des postes de détente. Et après, on va dans le réseau de distribution où les pressions sont plus basses. 16 bars, 4 bars, 8 bars. Il peut y avoir un peu tous les étages, de façon à arriver chez un industriel ou chez un particulier avec une pression de gaz qui permet d'alimenter une chaudière ou d'alimenter une cuisine. Donc des postes de détente, on a un réseau avec des matières et des pressions différentes. Aujourd'hui, c'est quasiment exclusivement des conduites en plastique polyéthylène et des pressions 4 bars, 8 bars, un petit peu 16 bars de temps en temps. Et puis après, il y a l'ouvrage de branchement. Vous voyez à l'écran en bas aussi, les branchements, ils sont très particuliers parce qu'on a des branchements qui vont dans des maisons, il y a des branchements qui vont dans des immeubles, avec des particularités, puisque le gaz, c'est quand même un gaz, c'est volatile, explosif. Donc il y a pas mal de précautions techniques autour de la distribution de gaz dans les habitations et dans les industries aussi. Voilà, donc ça c'était une description rapide du réseau. Le réseau, il appartient aux communes et la commune doit gérer un contrat avec un exploitant de réseau qui est en général un peu toujours le même, GRDF. Et donc cette relation, cette organisation de la distribution de gaz, c'est relativement compliqué. Il n'y paraît peut-être pas quand vous avez déjà entendu parler du gaz, mais il y a quand même des éléments très importants derrière la distribution de gaz. Et donc le CICECO propose à ses adhérents depuis 2008 de s'occuper de ça, au travers de contrôler les contrats de concession qui existent, contrôle de concession, accompagner les communes dans le développement du réseau, regarder si tout ce qui peut être fait, la construction de la desserte de nouveaux lotissements, l'amener du gaz dans des hameaux qui n'étaient pas desservis, vous avez du répondant, votre exploitant suit vos demandes et vous accompagne conformément à ce qu'il doit faire, parce qu'il y a des choses qui sont écrites dans le contrat, il y a des choses qui dépendent de la réglementation. Et puis, donc ça c'est un peu classique, mais le réseau, il ne bouge pas trop aujourd'hui.
il ne se développait que dans le cadre d'opérations d'urbanisme, hein, et peu autrement. Et la grande nouveauté d'aujourd'hui, c'est que vous avez d'une part des annonces un petit peu décevantes pour le gaz naturel, hein, parce que c'est une énergie essentiellement fossile, mais vous avez aussi des grands changements qui sont liés à l'accueil de la production de biométhane. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, le méthane, c'est du CH4. Aujourd'hui, le CH4, c'est du CH4 fossile, c'est-à-dire qui préexiste dans la nature et qu'on extrait et qu'on amène en France. La possibilité, on peut faire du CH4 de synthèse, hein, avec du carbone et de l'hydrogène, on les met ensemble et ça, chimiquement, on sait le faire. C'est très compliqué et c'est très cher. Ça ne sert pas à grand-chose. Ou alors, on peut faire du biométhane grâce à la nature, grâce à la méthanisation, parce que la nature qui nous entoure, elle produit du CH4 presque naturellement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a du CH4 fossile. Sinon, il n'y en aurait pas. Donc cette nouveauté-là, qui quand même émerge fortement depuis 5 à 10 ans, elle a des impacts sur le réseau existant et sur ce qu'on peut en faire. Et dans le même, de l'autre côté, donc ça c'est la production de gaz, du côté des usages, il y a aussi des grands courants de fond. Alors il y a des courants négatifs qui disent que le gaz c'est un gaz fossile, donc il ne faut pas l'utiliser. Donc il y a des annonces gouvernementales assez récentes qui sont défavorables à l'utilisation du gaz. Et on a aussi des nouveaux usages. Donc il y a des usages industriels, c'est-à-dire que le gaz est une énergie intéressante pour l'industrie. Je vous montrerai rapidement pourquoi tout à l'heure. Et aussi pour peut-être faire des déplacements de façon plus propre. Et propre, c'est avec deux facettes. Donc j'y viens un peu plus tard, je vous expliquerai. Pour finir sur la partie concession, on a un concessionnaire unique aujourd'hui, c'est GRDF, qui est aussi une filiale de Engie, qui est d'une certaine manière imposée à travers le monopole d'État par l'État, et avec des contrats un petit peu standards aussi. Donc tout ça, ce monopole et cette impossibilité d'aller mettre en concurrence, ça limite un petit peu la négociation. C'est un exercice un peu particulier que le CICECO peut exercer peut-être de façon plus poussée que quand les communes sont seules, parce qu'on utilise aussi les services de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, qui regroupe beaucoup de syndicats en France et qui négocie au niveau national avec GRDF pour obtenir des clauses et des clauses de contrat favorables, intéressantes par rapport à ce que je viens de vous dire, notamment le développement du réseau, l'avenir du réseau, l'avenir du gaz d'une manière générale. Donc le gaz, comme je l'ai dit, il a des similitudes et des différences avec l'électricité. Elles sont un peu synthétisées dans le tableau que vous voyez à l'écran. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que là, on parle du réseau de distribution. Donc, on ne parle pas de la fourniture de gaz, hein, la molécule de gaz. On ne parle pas du transport, on parle que de la distribution. Donc, la distribution, c'est des réseaux qui coûtent, il faut les entretenir, il faut les construire. Et ça, c'est possible grâce à la vente, à un ticket d'utilisation des réseaux. Alors en électricité, si vous avez suivi d'autres formations et que vous êtes vous lisez bien toute la documentation du CICECO, vous savez qu'on a un tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, le TURP. En gaz, c'est la même chose, il y a un ticket, il y a un tarif d'utilisation du réseau. Alors il ne s'appelle pas tarif d'utilisation des réseaux, il s'appelle accès des tiers au réseau de distribution. Bon. Mais c'est la même chose. Et c'est ce que tout le monde paye quand on consomme du gaz. Quand on consomme du gaz, un tiers de la facture pour un particulier, c'est de la molécule de gaz qu'il faut acheter auprès d'un vendeur de gaz. Il y a un tiers de taxes, TVA, taxes sur les produits pétroliers, etc. Et vous avez un tiers de réseau de distribution. Donc le tiers du réseau de distribution, c'est GRDF qui le collecte. Le tiers
de fourniture, bah, c'est le vendeur de gaz, et le tiers de taxe, bah, c'est l'État qui le récupère. Donc, vous voyez, c'est un peu comme en électricité, c'est à peu près les mêmes proportions, un tiers, un tiers, un tiers. Donc ça, c'est la similitude principale. Par contre, après, il y a des grosses différences. L'électricité, c'est obligatoire, le gaz, c'est pas obligatoire. Donc, dans un lotissement, par exemple, quand on amène du gaz, les gens ne sont pas obligés de se raccorder au gaz. Les gens ne sont pas non plus obligés de se raccorder à l'électricité, mais c'est impossible de vivre sans électricité aujourd'hui. Par contre, on peut vivre sans gaz. Des différences un peu plus subtiles, c'est que en électricité, vous le savez, sur le réseau de distribution, le Syseco intervient beaucoup. Il fait lui-même des travaux, alors que dans le gaz, le Syseco ne fait pas de travaux. Bon, il y a des éléments de rentabilité pour vous dire que actuellement, le gaz, ça reste un réseau, il est assez ancien et il n'y a plus beaucoup d'investissements. Il est assez robuste, donc les marges sont confortables quand même. Donc, on peut exiger des choses des concessionnaires. Et puis, le dernier point, bon, et là, il y a une grosse différence aussi, c'est que dans l'électricité, il y a une partie des recettes qui sont générées par l'électricité qui reviennent à l'autorité concédante, que ce soit un syndicat ou une commune. Donc, bon, si vous avez des questions, je vous répondrai tout à l'heure, mais il y en a pas mal. Hein, on a des recettes qui sont liées au contrat qu'on a signé avec Enedis. On a la taxe sur la consommation finale d'électricité, qui revient au Syseco, alors qu'en gaz, il n'y a aucune de ces recettes. Donc en gaz, il n'y a qu'une recette qu'on appelle R1, qui est une recette de fonctionnement, qui permet à n'importe quelle autorité concédante, que ce soit un syndicat ou une commune, d'exercer son pouvoir de contrôle, donc de payer des agents, comme moi ou d'autres personnes au Syseco, ou des prestataires privés, pour contrôler l'exécution du contrat. Et puis, accessoirement, pour organiser des assemblées, réunir des élus, etc. Oui, alors, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Pourquoi le gaz, c'est une énergie d'avenir? Il faut s'en occuper, parce que si on ne fait rien, ça sera peut-être une énergie dont personne ne voudra dans 10 ans ou dans 15 ans. Et s'il n'y a plus de gaz dans les réseaux, ils ne valent plus rien. Je vous rappelle que les réseaux, ils vous appartiennent. Donc, GRDF, s'il n'y a plus de gaz, ben, il va dire, moi, la concession, j'en veux plus. Je vous redonne les réseaux, débrouillez-vous. Et on se retrouvera peut-être éventuellement avec des usagers sur le dos. Et il n'y a pas que des usagers qui consomment du gaz pour leur chauffage, il y a aussi des industriels. Donc, l'important, c'est aussi de regarder quels sont les inconvénients du gaz aujourd'hui. L'inconvénient du gaz, c'est qu'il est fossile. Donc, c'est le CH4 là, que j'ai mis. J'ai fait exprès de mettre une formule là, pour générer des questions. Et le CH4, il est fossile. Ça, c'est un inconvénient, puisqu'aujourd'hui, l'énergie fossile est réputée non renouvelable, et donc ça pose un problème. En revanche, la combustion du gaz, c'est une combustion propre. Alors, c'est pour ça que j'ai mis la formule, c'est-à-dire qu'on prend de l'oxygène de l'air, qu'est-ce qu'on a comme résultat? De la vapeur d'eau, de la chaleur, parce que sinon, ça ne sert à rien de brûler du gaz, hein, donc on a besoin de la chaleur, et du CO2. Alors le CO2, c'est un autre problème, parce que c'est le fameux dioxyde de carbone, c'est le gaz à effet de serre par excellence. Tout ça, alors la chaleur, on en a toujours besoin. On a besoin de se chauffer, on a besoin de chauffer des cuisines, on a besoin de chauffer des process industriels. Donc de toute façon, pour produire de la chaleur, il y a un moment, il faut faire une combustion, il faut faire quelque chose. Le problème, c'est que le problème vient du fait qu'on utilise du CH4 fossile, du méthane fossile, du gaz naturel fossile. Si ce gaz naturel, il peut être d'origine renouvelable, par exemple, c'est ce qu'on appelle le gaz vert, qui vient de méthaniseurs, l'équation qu'on a là, elle devient toute verte. Le CH4, il est d'origine, il vient de bactéries qui font du gaz. Ce gaz, on le récupère, on le chauffe. Voilà, la bactérie, si elle n'avait pas été dans le méthaniseur, elle aurait produit son gaz de la même façon. Donc, on est complètement neutre, hein, c'est la neutralité qu'on a aussi sur le bois, c'est-à-dire que puisque le combustible qu'on utilise, il est renouvelable à travers la méthanisation, par exemple, eh ben, le fait de le brûler est neutre pour la planète. Voilà. C'est pour ça que il faut vraiment, et la GRDF, notre concessionnaire, les acteurs du gaz en général, font beaucoup d'actions pour aller vers du gaz vert d'ici 2050. C'est facile d'écrire 100% de gaz vert en 2050, il faut voir comment on y arrive.
on a signé une convention avec l'AMRF, GRDF, bon, je l'avais là, je ne la retrouve plus, je voulais vous la montrer, pour développer la production de biogaz en Côte d'Or, pour essayer de valoriser tout ce biogaz en gaz et non pas en électricité. Alors c'est intéressant de faire de l'électricité avec du biogaz, mais ça serait plus intéressant de l'injecter dans le réseau. Et puis aussi développer la mobilité gaz, parce que cette équation-là que je viens de dire, si vous la mettez dans une voiture qui roule avec du bio-GNV, vous avez une voiture qui est absolument neutre pour l'environnement. Une voiture qui roule, qui dégage du CO2 et de l'eau, bah, ce n'est pas un problème pour l'environnement si le combustible qu'elle utilise est d'origine renouvelable. Voilà. Donc là, aujourd'hui, les contrats de concession que les communes que vous représentez ont, arrivent tous à échéance. Donc entre les années 2023 et 2028, hein, chaque commune a un contrat. Il y a 115 contrats en Côte d'Or, nous on a déjà 63. Tous ces contrats arrivent à peu près à échéance en même temps. Donc c'est maintenant qu'on discute de ça. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans devant nous pour discuter de ce que l'on veut faire de ce réseau de gaz. Si on veut le développer, comment on le développe, quels sont les usages qui va permettre de satisfaire, à quel prix, etc. etc. Donc nous, on est en train le CICECO est en train de préparer le renouvellement de ces contrats. Donc on a 3-4 ans, hein, comme je vous l'ai dit, pour bien préparer ça. Et l'Union fait la force. Et plus le nombre de communes que représentera le CICECO sera grand, plus les effets, plus il y aura de capacité de négocier des choses avantageuses, au-delà de certains effets qui déjà existent et qui sont favorables aux collectivités.